Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce magazine. On va directement sur le continent africain où Hissène Habré est de nouveau devant la justice. Le procès de l'ancien président tchadien a repris hier lundi 7 septembre au matin. Poursuivi pour crimes contre l'humanité, il comparaît devant un tribunal spécial africain à Dakar. Hissène Habré dénonce une parodie de justice. Il refuse de se défendre et avait déjà obtenu un ajournement de son procès fin juillet. Et ce matin, une nouvelle fois, Hissène Habré était absent au début de l'audience avant d'être présenté de force à la justice. La CPI refuse la liberté à Gbagbo. La Cour pénale internationale a rejeté ce mardi une demande de mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo pour raison de santé. L'ancien président ivoirien âgé de 110 ans, a été inculpé pour crime contre l'humanité. Il est poursuivi pour crime commis après avoir refusé d'accepter la défaite à l'issue de la présidentielle en 2010. Et également pour nous accompagner ce soir, notre invité, il nous vient de l'enseignement. C'est un personnage à plusieurs facettes. Dans le cadre de notre réflexion de ce mois, nous parlerons de l'échec scolaire, notamment dans le cadre des migrants. Et pour nous éclairer, donc, c'est Benjamin Bekono Bamakwar. Bonsoir, Juvénal. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Benjamin Bekono, il est issu d'une formation d'enseignant. Il est aujourd'hui enseignant-chercheur dans l'Académie de Lyon, membre du CRESO. CRESO, entendu, le centre de recherche en entrepreneuriat social à l'Université catholique de Lyon. Ce jeune chef d'entreprise est le directeur du cabinet BC Gestion à Lyon. Il partagera avec nous son expérience d'enseignant et nous éclairera sur notre thème de réflexion de ce mois. D'entrée de jeu, Benjamin Bekono, lorsqu'on dit de manière péjorative que les fils et filles d'immigration africaine ne sont pas bons à l'école, qu'est-ce que cela suscite chez vous comme réaction? Merci encore, Juvénal. Bon, c'est vrai que comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas souscrire à cette logique de théorisation presque stéréotypée et qui peut facilement friser une sorte de stigmatisation et qui, à la longue, fera le lit n'est-ce pas, d'une sorte de jeunisme intellectuel. Donc, je sais une chose, c'est que ça fait 11 ans que j'ai enseigné en France. J'ai eu des élèves de toutes les couches sociales. J'ai été dans un lycée, par exemple, à Bellegarde, où j'avais presque 80% de mes élèves qui étaient issus de la classe des aristos, qui étaient presque aussi en échec scolaire. Alors, je ne sais pas si l'échec scolaire a une couleur de peau. Je ne sais pas si l'échec scolaire a une classe sociale, mais je sais une chose, c'est que la question de l'échec scolaire est un problème certain en France. Et pour régler ce problème, il faut véritablement faire une essiologie complète, c'est-à-dire aller à la recherche des véritables causes et cesser de jouer, n'est-ce pas, du violon comme on essaie de faire là. On en reparlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais également, lorsqu'on donne d'entrée de jeu comme ça, dans les titres, voilà, les différents journaux, les informations qui viennent de l'Afrique, qui nous proviennent de l'Afrique, semblent toujours assez tristes, même en relation avec l'Afrique. Ces informations qui ne donnent pas vraiment envie de s'approcher de l'Afrique. Et pourtant, vous, dans votre expérience aujourd'hui, vous savez que ceux qui partent d'Occident sont très nombreux aujourd'hui pour aller se servir dans la manne africaine. Oui, malheureusement, il n'y a que les Africains qui l'ignorent. Moi, je dis toujours, je demande toujours de faire une expérience toute bête. Quand vous prenez un vol, n'est-ce pas, de la France vers l'Afrique, quelle que soit la destination africaine, faites une expérience, c'est tout simple, comptez le nombre, j'ai envie de dire, d'Africains présents dans l'avion et puis essayer d'évaluer aussi le reste qui sont des étrangers qui vont fouler le sol africain. Ils n'y vont pas pour rien, c'est tout simplement pour aller, n'est-ce pas, à la recherche de notre manne africaine. Malheureusement, tous les instituts de sondage économique aujourd'hui, que ce soit Forbes et Standard & Poor's, ils sont d'accord aujourd'hui que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique.
tous les pays africains ont un taux de croissance qui frise parfois les deux chiffres. Regardez le taux de croissance du Rwanda qui est presque à 12%. Regardez le Ghana, regardez tous ces pays qui ont été décimés par la guerre, la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pour dire que le continent africain, n'est-ce pas, est en plein éveil. Donc, il y a un certain essor économique qui attire, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, la cupidité des investisseurs étrangers. C'est dur de le dire parce que, bien paradoxalement, le continent africain connaît un essor économique et curieusement, bien fort curieusement, ces filles viennent mourir au large des côtes de Lampedusa. On revient vers vous dans quelques instants. Nous sommes la bienvenue avec cette bien ponctuation musicale. Le temps que la technique se mette donc en place de l'autre côté. Si on n'y est pas, donc on va poursuivre dans nos échanges. Et donc, je disais que les informations provenant de l'Afrique sont toujours assez fort inquiétantes, en ce sens qu'il est difficile de comprendre s'il fait bon vivre en Afrique, ou alors c'est le mouroir. Y a-t-il deux Afriques aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a deux Afriques, tout comme il existe aussi deux France. Il y a la France des riches et la France des pauvres. Il y a une Afrique des riches et une Afrique des pauvres. Après, je pense que, au-delà des questions d'ordre sémantique, il faut tout simplement dire aujourd'hui que le continent africain, comme je le disais tout à l'heure, est en plein essor. La croissance, les indicateurs sont au vert pour ce qui est de la croissance, mais il y a la classe moyenne ou alors la classe basique n'est pas forcément au parfum de toutes les potentialités, n'est-ce pas, dont peut disposer aujourd'hui le continent. Et maintenant, il ne faut pas non plus faire la politique de l'autruche. Quand toi-même tu étais encore en Afrique, c'est vrai que l'Afrique n'allait pas si mal. Si on t'avait dit qu'en Europe, la vie était aussi difficile et qu'il n'était pas question de venir, tu n'allais pas accepter, n'est-ce pas, de rester au Cameroun. Parfois, il est important, je veux dire que les Africains veulent souvent faire une expérience, venir voir par eux-mêmes la situation économique européenne et venir parfois vivre les misères dont on leur parle en Europe, quitte à venir mourir en mer, ce qui est dommage, mais il faut quand même dire que l'Afrique aujourd'hui, il faut le dire, revêt des potentialités qu'il est question de vendre aujourd'hui. Nous les vendons déjà suffisamment aux investisseurs. Maintenant, il est question d'en parler aux fils et filles de l'Afrique, que l'Afrique devrait revenir, n'est-ce pas, entre les mains de ses propres fils, donc des Africains. Une information venant d'Afrique qui nous parle de Hissène Habré, qui va au tribunal, qui a mené au tribunal Manu Militari. Et fort curieusement, on a le sentiment que là, il y a une injustice qui est commise pendant qu'on veut la justice. Qu'est-ce que cela vous donne en fait comme impression? On prend un prévenu, Manu Militari, qui de surcroît est quand même un ancien chef d'État. Moi, ça m'écoeure particulièrement parce que ça augure déjà d'une justice du genre que nous pouvons imaginer. Pour moi, c'est plus la présomption de culpabilité ici, parce que Manu Militari, ça veut dire qu'il y a déjà une sorte de présomption, effectivement, de culpabilité. Il est déjà coupable avant d'avoir été jugé. Et ce genre de parodie de justice, personnellement, est vraiment, c'est écœurant. Aussi écœurant que ce soit, et c'est là où donc je vous interpelle. Vous êtes l'un des jeunes qui sont partis d'Afrique comme étudiants. Arrivant en Europe, vous avez un parcours universitaire assez fort intéressant. Et aujourd'hui, vous êtes entre les deux continents. Vous êtes ceux qui dressent passerelle entre le nord et le sud. Vous travaillez en France comme enseignant. Vous êtes chercheur. Vous avez un cabinet de consultants. Et parallèlement, vous allez sur le continent aujourd'hui avec des équipes d'investisseurs. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'en fait, il y a une Afrique qu'on veut volontairement tuer au détriment d'une autre? Après, c'est vrai que les bourreaux, ceux qui veulent tuer l'Afrique, ils ont certainement des bonnes raisons de vouloir tuer l'Afrique. Mais la question à se poser, c'est en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous faisons pour qu'on ne tue pas notre Afrique, notre chère belle Afrique, aussi riche soit-il? Qu'est-ce que les Africains font pour que l'Afrique ne soit pas bradée tel qu'on essaie de le constater aujourd'hui? Ça, c'est la véritable question à laquelle seuls les fils et filles de l'Afrique, n'est-ce pas, doivent trouver des réponses. On vous retrouve dans quelques instants, le temps de vous laisser souffler et vous accueillir avec cette ponctuation musicale. Mara.
José Menga. Merci à Pépé Calais qui nous a permis de nous positionner, de nous installer et retour dans ce studio 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Notre invité de ce soir, pour ceux qui prennent le train en marche que maintenant, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous recevons ce soir Benjamin Bekono Obama, il est enseignant-chercheur à l'Académie de Lyon, membre du CRESO, entendu Centre de recherche en entrepreneuriat social à l'Université catholique de Lyon. Ce jeune chef d'entreprise est le directeur du cabinet BC Gestion à Lyon, sans publicité. Il est là pour partager avec nous son expérience et nous éclairer sur la question de l'échec scolaire. Avant donc de partir sur l'échec scolaire, nous allons faire un petit tour en Afrique, revenir sur les deux principales informations qui font l'actualité ce mardi. On va directement donc à La Haye où la Cour pénale internationale a rejeté ce mardi une demande de mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo pour raison de santé. L'ancien président ivoirien âgé de 70 ans a été inculpé pour crime contre l'humanité. Il est poursuivi pour crimes commis après avoir refusé d'accepter la défaite à l'issue de la présidentielle en 2010. Plus de 3000 personnes ont été tuées dans les violences qui ont suivi le scrutin contesté. Son procès devrait commencer en novembre 2015. Et ensuite, donc, nous allons directement au Sénégal où Hissène Habré est de nouveau devant la justice. Son procès a repris hier. Hier, lundi 7 septembre, poursuivi pour crime contre l'humanité lui aussi. Il comparait devant un tribunal spécial africain à Dakar. Hissène Habré dénonce une parodie de justice selon lui. Il refuse de se défendre et avait déjà obtenu un ajournement de son procès fin juillet dernier. Et hier matin, une nouvelle fois, Hissène Habré a été absent de l'audience et il a été amené de force devant ces juges. Et ce qui nous a mené donc à demander à notre invité de ce soir ce qu'il pense de cette manière de procéder sur le continent, en sens que il est question de juger quelqu'un qui a commis des injustices, qui est poursuivi pour crime contre l'humanité. Et là, on a l'impression que c'est la justice qui fait une entorse à la justice. Benjamin Bekono. Oui, Juvenal,
Tout à l'heure, on a parlé d'Hissène Habré et là, on parle de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo et Hissène Habré. En fait, on a l'impression que sur le continent africain, ceux qui sont accusés sont des dictateurs. En fait, l'accusé est devant la barre, mais on a l'impression qu'il est déjà condamné dans la manière de procéder. Oui, pareil. Au niveau de la haie, on a aussi l'impression, pareil comme en Afrique, on a l'impression que c'est aussi la présomption de culpabilité, n'est-ce pas, qui prime sur la véritable justice, une autre parodie de justice, quand on sait que tous ces accusés qui sont aujourd'hui taxés d'être des dictateurs ne le sont pas devenus d'eux-mêmes, disons quand même les choses comme elles sont. La panoplie de dictateurs avec laquelle ploie grièvement l'Afrique aujourd'hui est quand même due à un certain fait, parce que c'est des dictateurs fabriqués par... Par qui? Par d'autres dictateurs. C'est curieux, madame. J'ai l'impression que par d'autres dictateurs. Vous nous ouvrez quelque chose de très une fenêtre très intéressante. Vous parlez de dictateurs fabriqués. C'est vrai que ce n'est pas la thématique de ce soir, mais enfin, nous savons très bien, toi et moi, Juvénal, que on peut parler de tout en Afrique sauf de la démocratie. Si démocratie, il y a une démocratie à l'africaine. Donc, ce n'est pas le peuple africain qui choisit ses dirigeants. Nous savons qu'ils sont choisis d'avance par un tout autre. Et moi, j'aimerais bien qu'au moment de juger ces dictateurs, qu'on arrive peut-être aussi à juger ceux qui les ont fabriqués. Alors, vous laissez entendre que c'est que beaucoup d'analystes des questions africaines nous disent, en le sens que les dirigeants africains aujourd'hui qui sont en place sont des sous-préfets ou des lieutenants de leurs patrons qui sont quelque part en Occident. Est-ce que cela justifie vraiment cette manière de diriger le continent africain qui est fort déplorable aujourd'hui, en le sens que tout dirigeant africain, on a l'impression que tous, en fait, sans exception, sont presque tous, à quelques rares exceptions près, ils sont en fait dans le même mode de fonctionnement, en sens que quand ils sont dans l'opposition, comme ce fut le cas de M. Laurent Gbagbo, dans l'opposition, ils se plaignaient de ce que ceux qui étaient au pouvoir à l'époque ne donnaient pas la possibilité à l'opposition de s'exprimer. Et une fois au pouvoir, on a eu l'impression que le pouvoir était confisqué au point où il a été enlevé manu militari. Nous venons de dire tout à l'heure, Juvénal, que ces dictateurs sont des lieutenants, n'est-ce pas, de leurs patrons qui sont quelque part sous ce globe. Qu'à cela ne tienne. Donc, vous comprenez que s'il faut parler de l'imputabilité, de la responsabilité, on ne peut pas leur imputer directement la responsabilité. Ça, j'assume ce que j'ai dit. Ça, c'est mon... Voilà, c'est ce que je pense. Mais pour répondre quand même à la question, moi, j'ai envie de dire, quel que soit le motif qui lui serait reproché aujourd'hui, cela ne justifie pas que, j'ai envie de dire, qu'on lui refuse son droit le plus fondamental, qui est le respect de sa santé, parce que c'est pour des raisons de santé qu'il a demandé une libération conditionnelle. J'aurais voulu aussi que certains d'autres dictateurs, de grandes puissances que nous connaissons bien, n'est-ce pas, fussent jugés par cette institution qu'elle a. Mais c'est pas évident. On sait quand même que c'est ceux qui tiennent les rênes au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui, qui dirigent tout au niveau du monde. Et les 5 pays qui ont les licences, qui fabriquent les armes aujourd'hui dans le monde, c'est ceux-là qui sont les 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces peuples africains aspirent à la démocratie, à la liberté, mais dans ces pays, c'est pas évident quand même de vivre une certaine démocratie. Le cas du Cameroun, nous, par exemple, il n'y a pas très longtemps, les journalistes ont été... Moi, je veux bien que tu me prouves le seul pays où cette histoire existe, ce que vous appelez la démocratie. Je ne veux pas faire la philosophie platonicienne ici, qui dit que la démocratie n'existe pas. Ou alors, si elle existerait, ce serait la gouvernance de la foule, la vulgocratie, ce qu'on vient d'appeler la vulgus, donc la foule qui est folle. Parce que, posons la question ici de Boussi-Boulaga. On parle de démos. Qu'est-ce que le démos? Le peuple. Le peuple français, c'est quoi? Est-ce que le peuple français, c'est la population française? On y reviendra parce qu'on parle d'éducation. Est-ce que c'est la population française qui fait le peuple français? Quand j'ai écouté Ramayad, l'ex-ministre de Sarkozy, il n'y a pas très longtemps, qui dénonçait, n'est-ce pas, le système démocratique à la française, où les décisions sont prises avant même qu'on ne passe aux urnes. Allez me dire que c'est de la démocratie, je vais vous rire au nez. Donc pour moi, cette démocratie, je n'y crois pas beaucoup. Donc il n'y a donc pas que l'Afrique
qui n'est pas démocratique. Mais j'ai envie de dire, la démocratie n'existe nulle part. J'ai l'impression qu'il y a un auditeur qui est en ligne, c'est François Macandal, c'est lui qui est... Bonsoir François Macandal. François Macandal, si vous entendez, bonsoir. François Macandal, il semble nous avoir quittés. On revient vers lui dans quelques instants. Et on va poursuivre en fait la réflexion de ce mois qui porte sur l'échec scolaire chez les fils et filles de l'immigration issus de l'immigration africaine. Mais j'aime beaucoup de manière empirique. On a l'impression qu'en fait, les fils africains ne vont pas très bien à l'école, qu'ils ne sont pas très intelligents. Cette déclaration n'engage que ceux qui... C'est ce que disent. Claude Guéant le disait il y a quelques années. Alors, moi, je ne veux pas revenir. Je pense que Claude Guéant a eu suffisamment de contradicteurs, à commencer par l'INSEE, n'est-ce pas, qui avait porté à faux, n'est-ce pas, ces déclarations devant l'Assemblée nationale. Je ne veux pas revenir sur cette polémique, mais je sais une chose, c'est que moi, je suis pas fils d'immigré, mais je suis immigré moi-même. Et que mes enfants sont fils d'immigrés, mais en même temps, mes enfants ne sont pas en échec scolaire. Si les fils d'immigrés, du simple fait qu'ils sont immigrés, justifieraient leur échec scolaire, je pense que moi, je ne vivrais pas ce que je vis aujourd'hui. Je ne serais pas l'enseignant que je suis aujourd'hui. Je n'enseignerai pas, n'est-ce pas, les fils et filles de France, n'est-ce pas? Quand on sait que moi, je suis allé à l'école à l'âge de 8 ans et que je faisais 8 km à pied et qu'à midi, nous n'avions pas des cantines scolaires. Bref, les conditions dans lesquelles nous avons étudié n'auguraient véritablement pas à ce que nous puissions être aujourd'hui ce que nous sommes. C'est pour dire que la performance, n'est-ce pas, pédagogique, la performance en matière scolaire n'est pas liée à la couleur de peau. Je pense qu'il faut aller chercher les ressources ailleurs. Donc, ceux qui veulent souscrire à ce genre de polémiques, qui, comme je disais tout à l'heure, là, qui peuvent faire le lit d'une stigmatisation stéréotypée et peut-être pour ouvrir les vannes, n'est-ce pas, à ce que j'appelle, ce qui convient d'appeler l'eugénisme intellectuel, ils sont libres, n'est-ce pas, de souscrire à cette logique. Moi, je n'y souscris pas. Vous voulez passer tout de suite à l'antenne? Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. François Macandal semble être en ligne. François Macandal, bonsoir. Bonsoir. François Macandal, c'est celui de l'OJAL, si je ne me trompe pas. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Parfaitement, François Macandal, dites-nous. Parfait. Donc, bonjour Juvenal. Bonsoir. Pour les auditeurs qui ne nous connaîtraient pas, je suis François Macandal, le porte-parole de l'organisation de la jeunesse afrodescendante de Lyon. Et le sujet d'aujourd'hui intéresse beaucoup notre organisation, que c'est un sujet qui est axé sur l'éducation, et on pense vraiment que l'éducation, c'est vraiment la clé pour l'élévation de notre communauté. Et en fait, que nous, on voudrait apporter, le témoignage qu'on voudrait apporter, la réflexion qu'on voudrait apporter, c'est que il faudrait, si on veut que l'échec scolaire soit moins criant justement chez les afrodescendants, il serait important en fait que l'éducation soit adaptée, si vous voulez, à notre communauté. C'est-à-dire qu'on pense que une éducation occidentale, une éducation asiatique, une éducation arabe, etc., en fait, sont là pour apporter des solutions asiatiques, arabes, etc., etc. Donc si on veut trouver des solutions aux problèmes africains, il nous faut une éducation qui soit principalement axée sur la culture, sur les cultures africaines. Et je pense en fait tout le problème se situe ici. François Macandal, si j'ai une question à vous poser. Quand vous parlez d'éducation africaine, d'éducation chinoise, je précise le contexte ce soir en fait pour sur le sujet. Nous parlons de l'échec scolaire. En ce sens qu'on parle de l'instruction. Qu'entendez-vous par éducation africaine, asiatique ou européenne? Voilà. Quand je parle d'éducation africaine, en vérité, je parle d'une éducation qui serait enracinée dans les cultures africaines. Là, je parle notamment de l'histoire, par exemple. Je pense que beaucoup d'auditeurs de votre émission de radio qui ont fait leurs études ici ont été peut-être troublés, choqués de voir que l'éducation occidentale, l'éducation française ne prend pas en compte ou peu en compte, si vous voulez, l'histoire africaine. Pour la plupart d'entre nous, le premier rapport avec l'Afrique, ça a été la colonisation ou l'esclavage. Donc en fait, à partir de là, c'est très compliqué, si vous voulez, d'intéresser les enfants
Et si les enfants ne sont pas intéressés par ce qu'ils apprennent à l'école, on en vient très vite à l'échec scolaire. Moi, je pense que tout ça, en fait, c'est lié. Alors, vous dites que tout cela est lié. Pendant que vous êtes avec nous, il y a un autre auditeur qui nous a rejoint. Il s'agit de Vivien. Bonsoir, Vivien Gachiosi. Oui, D'accord. bonsoir Juvenal. Quelle est votre contribution? Bonsoir également Benjamin. Oui, salut Gattuso. Oui, effectivement, je souhaitais également intervenir sur cette question parce que je pense que la problématique en fait de l'échec en fait de nos enfants qui sont issus en fait de l'immigration et à voir sur un double niveau en fait. Donc je pense qu'il y a une responsabilité des familles dans un premier temps et également aussi la responsabilité de l'institution. Donc pour rejoindre ce que disait en fait le précédent intervenant qui est je pense, M. Makanda, je pense qu'il est important que pour nous que les enfants qui vont à l'école, je veux dire, de la République, puissent avoir justement avoir en face d'eux justement des enseignants ou des éducateurs qui ont justement aussi la compréhension ou le décodeur pour justement apprivoiser en fait je veux dire, les éléments de leur culture. Et tant qu'il n'y a pas ces éléments justement au niveau du corps enseignant ou je veux dire, de l'institution éducation nationale, c'est compliqué justement pour ces enseignants ou pour ces formateurs justement d'intéresser nos gamins justement à ces questions-là. Donc je pense qu'il y a un double niveau justement qu'il faudrait prendre en compte, celui justement de la famille et celui en fait de l'institution école. Est-ce que Benjamin peut connaître cet avis? Oui, en partie. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire fait quand même partie, n'est-ce pas, de notre identité. Enfin, à partir du moment où nous sommes coupés de cette identité, et il y a une perte de sens. Et je comprends aussi le désintérêt que peuvent éprouver certains enfants issus de l'immigration par rapport au système scolaire français en général. Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour justifier de la question de l'échec scolaire. Déjà, je ne souscris pas à la logique que ce soit une spécificité de l'immigration parce que l'échec scolaire, elle est plus globale. Enfin, il est plus global que ça, il est plus large. Moi, de ma petite expérience d'enseignant depuis 11 ans en France, j'ai connu, c'est vrai au-delà des chiffres, hein, là, franchement, j'essaie d'aller droit au but et de parler de mon retour d'expérience. On trouve des enfants en échec scolaire aussi bien dans des classes d'aristos. Je vous dis, il y a 2 ans, j'étais au lycée, dans un lycée de la place, enfin, à Saint-Didier, au Mont d'Or. Pour ceux qui connaissent un peu Saint-Didier, c'est pas Vénitieux, quoi, Saint-Didier. Oui, je me permets d'intervenir, en fait. Je pense que vous avez suffisamment de temps sur l'antenne. Donc, quand on parle justement de la question de l'échec, en fait, on est sur une problématique qui est bien ciblée, en fait. Donc, on n'est pas en train d'embrasser, je veux dire, la question justement de l'échec scolaire pour toute la population française. Donc, on a ciblé. Donc, je veux dire, de cet angle, justement, qui nous permet simplement de cibler cette population-là, qui est justement les fils ou filles, en fait, d'immigrés. Donc, je pense que c'est l'objet, en fait, de la thématique de ce soir. Donc, je disais justement, et je reprécise encore que cette problématique d'échec scolaire peut être justement analysée sur 2 niveaux. Donc, c'est-à-dire que le niveau en fait familial et le niveau en fait de l'institution, parce qu'il y a des responsabilités de part et d'autre. Donc ça, je suis totalement d'accord. Donc, je ne suis pas dans la comparaison avec, je veux dire la cible ou je veux dire la cible générale qui est celle justement de la population française dans sa globalité. Donc, je pense que l'objet justement de ce débat, elle est plutôt centrée sur la question justement des fils et filles justement d'immigrés africains. Il est clair qu'aujourd'hui, ce soir, nous réfléchissons de manière générale, mais surtout avec un regard particulier sur les fils et filles issus de l'immigration africaine. Une autre auditrice vous a intervenir, elle s'appelle Laurette, elle appelle de Annecy. Laurette, bonsoir. Oui, bonsoir Juvenal et bonsoir à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Ma contribution ce soir, c'est faire un témoignage. Je suis immigrée aussi, comme vous, mais mon témoignage, par contre, se porte sur un parent satisfait, par contre, de la scolarité de ses enfants en France à ce jour, contrairement à ce que j'ai entendu jusque-là. Et quand vous dites satisfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ils sont à quel niveau scolaire? Alors, moi, j'ai mon fils aîné qui a 16 ans. Il est en apprentissage au CFA. Il apprend la cuisine. J'ai le deuxième qui est en seconde vente au commerce. Donc, ils sont arrivés comme tous les enfants qui partent de l'Afrique et qui arrivent en France avec plein d'idées, la tête réalisée et pensant que nous, parents déjà ici depuis des années, nous allons pouvoir leur offrir ou alors donner tout ce qu'ils veulent. Donc, mais très vite, je pense que quand ils sont arrivés, en tout cas, ça fait partie des difficultés que moi particulièrement j'ai rencontrées quand ils sont arrivés. Mais très vite,
on essaye de les mettre, en les écoutant, on essaye de les mettre sur la bonne voie. Je m'adresse directement à François Makanda. Vous êtes toujours là, François Makanda? François Makanda, vous êtes toujours là? François Makanda qui tout à l'heure proposait qu'il y ait une instruction qui tienne compte des particularismes, qui est quelque chose qui ressemble à l'histoire de la Chine, à l'histoire de l'Afrique. Cela pourrait être l'une des solutions, mais apparemment, il y en a aussi qui sont satisfaits. Benjamin Bokono, qui est notre invité de studio, voudrait réagir. Je suis d'accord avec cet auditeur qui... Je suis très loin de penser que ce soit la principale cause. Ce serait trop facile. Je pense plutôt que la question de l'échec scolaire, pour répondre un peu à Vivien, en milieu des enfants issus de l'immigration, est aussi aller chercher dans des questions, n'est-ce pas, liées à l'économie, c'est-à-dire des classes économiques, n'est-ce pas, à laquelle appartiennent les parents de ces enfants. Il arrive souvent classe économique, c'est-à-dire? Quand je parle de la classe économique, c'est tout simplement pour dire les conditions économiques dans lesquelles, n'est-ce pas, vivent les parents. C'est vrai qu'ils ne sont pas de nature à faciliter la scolarisation de ces enfants. Et à ce sujet, je vais dire... disons, Benjamin Bokono, à ce niveau-là, quand on parle des scolaires, on ne fait pas forcément allusion à ceux qui sont au niveau universitaire. Non, je ne parle pas de l'université. Je veux dire, on parle du décrochage scolaire. Voilà. Il faut quand même dire que la question du décrochage scolaire est aussi intimement liée à la question du décrochage social des familles d'appartenance de ces enfants. À partir du moment où le parent lui-même n'arrive pas à nourrir ses enfants, il est un chômeur, j'ai envie de dire, en CDI, qui n'arrive pas à trouver du boulot. Un chômeur comment? En CDI. C'est nouveau ça. Voilà, c'est une façon de parodier. Disons la vérité, ça pose la question du sens. Ça pose une véritable question du sens. Quelle est la motivation ou alors le mobile qui peut sous-tendre aujourd'hui, j'ai envie de dire, la scolarisation de l'enfant? À quoi va-t-il s'accrocher pour donner un sens? Parce qu'il est question de cela, le sens. Quel est le sens que l'enfant va donner, n'est-ce pas, à sa scolarisation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va justifier, n'est-ce pas, qui se motive à aller à l'école si son père ou sa mère, n'est-ce pas, qui a peut-être fait des études ou non, a du mal lui-même, n'est-ce pas, à trouver un poste sous... Voilà. Mais sur ce plan-là, on a quand même noté que pour le cas des populations issues de l'immigration d'Afrique subsaharienne, la plupart diplômés, voire même surdiplômés, généralement parviennent toujours à trouver un poste, un emploi quelconque, même si ce n'est pas un emploi qui correspond à leur bagage universitaire ou autre. Mais cependant, on constate que leurs enfants ont parfois, voire souvent du mal à accepter d'intégrer jusqu'à un certain âge les rangs de l'école. Oui, il faut peut-être aller jusqu'au fond des choses. Moi, j'ai étudié un peu les chiffres d'une enquête qui a été menée, l'enquête Théo, au sujet de la question du décrochage scolaire en milieu immigré, qui nous dit, bon, effectivement, la question, enfin, la réalité est telle qu'aujourd'hui, nous avons 13%, n'est-ce pas, des enfants, des 150 000 qui sortent du système scolaire, qui sont issus du milieu de l'immigration. Bon, maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi cet état de fait, pourquoi ces enfants sortent du système scolaire, les enfants issus de l'immigration, je veux dire à une certaine majorité par rapport à la population majorité qui n'est que de 8%. Je reviens sur la raison que j'évoquais tantôt, la question des conditions économiques et sociales dans lesquelles vivent les parents. Il peut se faire que certains de ces parents trouvent du travail, mais est-ce que ce travail est suffisamment rémunérateur pour, n'est-ce pas, pourvoir à tous les besoins de la famille? C'est aussi ça, c'est aussi ça dont il est question. C'est-à-dire qu'il arrive qu'on cumule des petits boulots à gauche, à droite, et on n'a plus le temps matériel pour s'occuper des enfants. Les techniciens de surface, ceux qui font des ménages à gauche, à droite, quand ils reviennent le soir, ils sont fatigués, vous voyez. Et moi, je pense que, étant donné que l'enquête Théo nous dit qu'à 80%, les raisons du décrochage scolaire sont liées à cet état de fait, moi, je pense qu'il faut peut-être aller chercher l'antidote ailleurs. C'est-à-dire où? Pourquoi on n'arrive pas à trouver du travail? Si c'est la question des conditions économiques, n'est-ce pas, qui justifie, n'est-ce pas, ce décrochage social, qui par surcroît, n'est-ce pas, à l'origine du décrochage scolaire de mes enfants, il faut peut-être aller résoudre la question, n'est-ce pas, la réponse ailleurs. La question du travail. Sans être totalement d'accord avec vous, parce que ce que vous dites aujourd'hui, en préparant cette émission,
J'ai eu à écouter une sociologue, elle s'appelle Marie Duru-Bella, elle est enseignante à Sciences Po, que nous aurons l'occasion d'écouter sur ce plateau dans les prochaines semaines, qui disait effectivement qu'il y a un souci même avec le système scolaire, avec le contenu aujourd'hui du système scolaire français, en sens que dans les pays comme la Finlande, on met l'accent sur les compétences humaines. Ce qui fait qu'à un moment, le jeune, quand il aura réellement besoin de compétences techniques, à ce moment-là, il comprendra, il aura réellement le besoin d'acquérir ces compétences-là. Ce n'est pas le cas en France. Je m'adresse à Vivien Gatuidi, s'il est toujours là, pour la question de savoir, est-ce qu'il est d'accord avec cette manière de voir de Benjamin Okono? Je ne dirais pas en totalité, je pense que partiellement je suis d'accord, donc il me rejoint sur le fait qu'il faille justement prendre en compte justement la dimension, je veux dire, responsabilité des familles et celle justement de l'institution et par conséquent de la société. Donc il a rajouté un peu de, je veux dire, de l'eau à mon vin. Donc est-ce que vous imaginez en fait qu'un enfant qui justement va à l'école justement dans un quartier où il retrouve les mêmes populations que lui, les mêmes personnes qui ont les mêmes, je veux dire, les mêmes problématiques, que ce soit familiales ou, je veux dire, sociales, puis justement être tiré vers le haut, je ne pense pas. Donc je pense que là on remet justement sur la table la question justement du projet de société. Donc ça renvoie justement à ce qui a été fait dans les années 50 qui a conduit justement à parquer un ensemble de populations qui justement présentent les mêmes difficultés dans le même environnement, et donc du coup il n'y a pas justement cette émulation qui est censée justement être apportée par l'école. Donc vous comprenez que la problématique elle est vraiment, je veux dire, sur deux plans, donc sur un plan familial et sur un plan, je veux dire, sociétal. Donc c'est que la société également a sa part de responsabilité. D'accord. Alors je me tourne également vers Laurette, c'est pas la jeune dame qui nous appelait. Elle est toujours là, Laurette? Oui, je suis toujours là. Sans indiscrétion aucune, est-ce que vous êtes salarié aujourd'hui? Est-ce que vous travaillez vous-même? Oui, moi je travaille. Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez vous-même aujourd'hui employé quelque part peut être l'une des raisons qui amène vos enfants à comprendre votre discours, ou pas du tout? Sincèrement, je pense pas. Moi, je passe sur le fait que quand nous faisons venir nos enfants du Cameroun, en fait, on a tendance à les traiter à la façon de l'Afrique, c'est-à-dire que l'enfant, il reste éternellement un enfant. Le fait qu'il parte de l'Afrique et qu'il arrive ici, ce que nous, parents, nous devons savoir aussi, c'est qu'il faut qu'on fasse confiance à nos enfants. Laisser écouter nos enfants et leur donner la possibilité de choisir, en fait eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire, la voie qu'ils aimeraient choisir, parce que je pense que au fond de nous avons ces enfants-là, bien qu'on les appelle enfants, ils ont envie de poursuivre leur chemin et de vivre leur vie. C'est d'abord la leur. Dites-nous, Laurette, à votre avis, qu'est-ce qui donne force à votre discours quand on parle à vos enfants qui viennent, par exemple, ceux-là qui viennent du continent et qui acceptent de poursuivre les études ici? Qu'est-ce qui donne du crédit à votre discours, selon vous-même? Moi, par rapport à mes enfants, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'ils sont arrivés, l'aîné savait ce qu'il voulait faire, exactement. Il est arrivé, il m'a dit que je voulais faire tel métier, je voulais apprendre la cuisine, voilà, c'est ce que je veux. Et moi, j'ai fait confiance à mon fils et aujourd'hui, il s'en sort bien, il aime son métier et ça se voit. Le deuxième, au début, il savait pas ce qu'il voulait, mais maintenant, il s'est orienté dans la vente, au commerce, parce que c'est ce qu'il voulait faire. Donc, c'est pas forcément ce que moi, j'aurais voulu qu'il fasse, mais je les écoute et je les encourage à jouer le jeu pour que, à la fin, pour qu'il y ait une relation de confiance. Je pense que quand les enfants se sentent écoutés et se sentent en sécurité aussi, ils parviennent à s'accrocher à l'école, même si c'est dur, même si la mentalité est différente de celle de l'Afrique, je pense qu'ils parviennent quand même à s'en sortir. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Allez-y. Voilà, donc Juvenal, j'ai bien entendu ce que l'auditrice en fait Laurette vient de dire, mais je pense que la problématique aujourd'hui qui est posée, c'est celle justement des enfants d'immigrés. Donc on est sur le postulat ou le préalable que nous étant immigrés, nous avons fait des enfants ici. Donc c'est-à-dire qu'en principe ils ne connaissent pas là-bas. Donc c'est-à-dire que là-bas ils nous connaissent à travers nous. Donc c'est-à-dire que je pense que on est sur deux cibles assez différentes. Donc les enfants qui viennent de là-bas. Moi, j'interviens là-dessus en disant justement les enfants qui sont nés ici, c'est à nous qui venons de l'Afrique, d'inculquer à nos enfants nos valeurs. Parce que c'est des valeurs en fait. C'est pas parce qu'ils sont nés ici qu'on doit les...
Et justement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, je veux dire, les valeurs que vous inculquez, qui sont les valeurs justement de l'Afrique, peuvent trouver une opposition dans l'école républicaine au niveau de la France. Donc comment faire pour que justement cette alchimie puisse prendre, pour que l'enfant ne sente pas qu'il y a une contradiction entre ce qu'on lui transmet, qui relève en fait de ses valeurs, moi je pense qu'il faut juste lui montrer la réalité de la vie et la réalité des choses. En lui disant, voilà... Cette réalité parfois contradictoire, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Donc n'oubliez pas que ce sont des enfants. Donc c'est-à-dire que ce sont des enfants, donc il y a une réalité qui est transmise. Vivien Gatchezi, dites-nous à votre avis aujourd'hui, de quel côté on devrait le plus appuyer pour que le discours des parents soit assez efficace? Je pense qu'il y a une logique justement de rapprochement entre les parents et l'école pour justement permettre en fait de faire ce tuilage qui faciliterait justement je veux dire l'adaptation ou je veux dire l'envie pour nos enfants justement d'apprendre et de ne pas justement être en échec scolaire. Mais aussi il faudrait qu'également au niveau, je veux dire, de l'institution, qu'on se rende compte qu'aujourd'hui la population est mixée. Et donc parce que la population est mixée, les codes peuvent être différents, je veux dire, d'un enfant à l'autre. Donc il faudrait peut-être que dans l'école aujourd'hui, qu'on ait également une certaine mixité au niveau de ceux qui transmettent justement les savoirs, qui sont en capacité justement de comprendre et que nos enfants également puissent s'identifier. Vivien Gatchezi, alors parlant de mixité au niveau de ceux qui transmettent le savoir, c'est aux migrants eux-mêmes, c'est de prétendre. Et effectivement, c'est là où j'allais en venir, effectivement. Donc, c'est-à-dire que si aux migrants, justement, de rentrer dans les métiers de l'enseignement, si aux migrants de rentrer dans les métiers, je veux dire, de l'administration, si aux migrants de rentrer dans les métiers, justement, de la sécurité, et c'est ça qui permettra, justement, de faire en sorte qu'il y ait, justement, une représentation. Ok. Benjamin Bekono. Je ne sais pas si moi je suis migrant et je suis du corps enseignant. Après, je ne sais pas si je vais justement, c'est le moment si je vais repenser à ma façon. Est-ce que vous avez du réseau? Comment c'est arrivé à ces niveaux? C'est pas évident quand même. Enfin, il y a une voie officielle par laquelle on intègre au système, n'est-ce pas, le système l'enseignement en France. Donc, je ne sais pas par rapport à ce que disait Vivien. Moi, je suis migrant et je suis enseignant, mais je ne sais pas dans le supérieur, Benjamin Bekono. Alors, sans toutefois demander de donner vos secrets, il est clair que c'est pas évident quand même de trouver des Africains qui sont à ce niveau-là. Il y en a aujourd'hui, certes. Oui, quand bien même nous y sommes, mais c'est pas à nous de retravailler les programmes parce que, enfin, si les migrants y sont, on va pas repenser les programmes, n'est-ce pas, à notre bénéfice, dans notre sens. Donc, à ce niveau-là, je sais pas trop ce que Vivien va nous proposer, mais moi, je suis quand même qu'il faut aller regarder, il faut aller chercher les causes beaucoup plus en profondeur que ça. Parce qu'il y a, Vivien, un instant. Parce qu'il y a un volet que nous avons émis. Il y a un volet que nous avons émis. Lequel? Le volet de l'agent lui-même. C'est-à-dire l'agent de l'éducation, c'est l'élève lui-même. Oui. Pour éduquer quelqu'un, il faut le connaître. On ne peut pas éduquer quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'éducation, c'est un processus par lequel on socialise l'individu. On intègre l'individu dans les schèmes de comportement d'une société donnée. Et ça commence au sein d'une famille qui est la cellule sociale de base. À ce sujet, je suis totalement d'accord avec la question de l'éducation. Bon, c'est vrai que il y a les conditions sociales que j'évoquais tout à l'heure qui peuvent être un frein, n'est-ce pas, à cette responsabilité. Mais il faut, enfin, des parents. Mais il faut aussi évoquer ici la question de la démission même des parents. C'est pas évident aujourd'hui pour les parents. La dame, quand elle fait son témoignage, il est à saluer. Voilà un parent qui est proche de ses enfants. Parce que, en fait, moi j'ai toujours été de ceux qui pensent, comme je le définissais tout à l'heure là, que l'éducation était un processus par lequel on intègre un individu, n'est-ce pas, dans les schèmes culturels d'une société donnée. Donc, entre la société et l'individu, il y en a un qui socialise l'autre, si je me permets le pléonasme, c'est la société qui, vous me permettez encore ce pléonasme, socialise l'individu et non pas l'inverse. Donc, cette socialisation commence au sein d'une famille. C'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Vous pouvez pas imaginer la galère qui peut être celle d'un enseignant en face d'un enfant, disons le mot entre guillemets, qui est mal éduqué. C'est-à-dire à qui on n'a pas inculqué la notion de limite parce que l'éducation commence par là. Ce qui fait une société, c'est la norme. Voilà, qui met une limite par rapport au penchant individuel, au penchant personnel. Je ne peux pas faire tout ce que je veux parce qu'on est dans un espace tant qu'il ne m'autorise pas à faire tout ce que je veux. Il y a un feu rouge. Je dois m'arrêter quand c'est un feu rouge. Et le respect du feu rouge commence à la maison, au moment où mon enfant... C'est entendu. On a compris que c'est l'éducation de base. Alors, comme le temps qui nous est parti tire inexorablement vers la fin, la dernière question que je voulais poser à Madame
Laurette de Annecy. Dites-nous, à entendre votre témoignage, tout est facile pour vos jeunes adolescents. Il n'y a pas de difficulté que vous avez eu à rencontrer avec eux pour qu'ils accèdent comme ça au système scolaire français? Si, il y a des Lesquels? Il y a des difficultés comme tous les ados à leur âge. C'est-à-dire? Ils veulent vivre comme les adolescents de leur âge, traîner dehors, rester tard dehors, mais après le souci c'est ça la grosse difficulté. Ils veulent faire exactement comme les autres font. Et comment vous faites pour qu'ils acceptent donc de poursuivre leur système scolaire? Parce qu'on parle de décrochage aujourd'hui. Moi, j'essaie juste de leur faire comprendre, quand je disais montrer la réalité en face aux enfants, en leur disant, voilà, moi, pour vous nourrir, j'ai besoin de me lever le matin, que je sois malade ou pas, il faut que je me lève pour aller travailler. Alors, si vous voulez vous en sortir et vivre cette vie-là de liberté, obtenir tout ce que vous voulez, la clé, c'est l'école. Si vous ne travaillez, si vous ne fréquentez pas, vous n'aurez pas de travail veut dire pas de salaire, donc ça veut dire que vous n'allez rien avoir. Merci donc, beaucoup, madame. Merci beaucoup. On oublie de vous couper comme cela, on espère qu'on vous aura une autre fois. Je vous comprends, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci à vous depuis Annecy. Et puis donc, on fait un dernier tour et à Vivien Gattuisi. Il est clair Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir Laurette. Vivien Gattuisi, il est clair ici qu'il est très important pour le parent lui-même de faire comprendre l'enfant qu'il y a des limites à respecter. Pensez-vous que ce discours-là suffit aujourd'hui pour que l'enfant puisse vraiment intégrer le système? Je vais dire que c'est assez simpliste de voir ça comme ça, parce que l'éducation, comme l'a dit en fait tout à l'heure Benjamin, c'est un processus, et dans un processus en fait il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Donc vous avez Benjamin a parlé de normes en fait dans la société, donc c'est-à-dire qu'un enfant n'appartient pas à ses parents, un enfant appartient à la société, et par conséquent il y a plusieurs interventions qui font que justement l'éducation peut être bonne ou mauvaise. Donc c'est-à-dire que seul le parent ne peut pas justement assumer l'éducation de ses enfants. Donc c'est la société dans sa globalité qui doit se mettre justement en synergie pour pouvoir apporter quelque chose qui puisse justement permettre à l'enfant de pouvoir justement aller vers ce qu'il souhaite. Vivien Gattuisi, il est clair aussi qu'aujourd'hui dans nos sociétés, on a le sentiment que la société d'une certaine manière fragilise aussi le discours, l'autorité parentale. C'est exactement ce que j'essaie de dire. C'est pourquoi je parle d'un système global en fait, avec un ensemble d'intervenants, acteurs, qui permettent justement de construire ce discours en fait qui permettra justement à l'enfant de tracer son chemin, sa voie. Merci beaucoup Vivien Gattuisi. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Je vous en prie. Au revoir. Restez à l'écoute. On vous retrouvera une prochaine fois sur les ondes. Et le temps qui nous est parti arrive vers son terme. Et la parole est donc à notre invité de studio, Benjamin Bekono. Oui, à la suite je vais réagir à ce que disait Vivien. À la suite, peut-être aussi c'est une façon pour nous d'arriver à l'épilogue de notre entretien qui était suffisamment riche. Retenons quand même que la question de l'éducation de l'enfant, n'est-ce pas, convoque ici 3 acteurs. Lesquels? Le premier, c'est l'agent principal, l'enfant lui-même, parce qu'il ne faut pas omettre aussi que l'enfant peut être sujet à certaines difficultés, d'autres psycho-affectives. Vous avez des enfants dyslexiques, par exemple, qui ont des problèmes de lecture, et c'est pas aux parents forcément de dénicher ce genre de difficultés. C'est d'où l'imbrication du système. Il y a des enfants dysorthographiques. Il y a des enfants dysorthographiques et autres. Donc, il faut arriver peut-être à détecter ces difficultés, ces dysfonctionnements, par exemple, de l'appareil psychique de l'enfant très tôt. Et c'est pas à l'enfant de le faire. Même si l'enfant lui-même devrait, n'est-ce pas, s'impliquer dans le processus de sa socialisation. Le deuxième acteur, c'est la famille, c'est les parents. Nous avons suffisamment tiré sur la famille. Nous avons parlé des conditions d'ordre économique. Nous avons parlé de la démission des parents. Et le troisième acteur, qui est le plus gros acteur, c'est quand même l'État, l'appareil sociétaire lui-même. Moi qui suis enseignant, combien de fois nous avons décrié l'inadéquation des programmes. Vous avez par exemple des enfants qui sont dits surdoués. À un moment, ils peuvent aussi être en échec scolaire parce que les programmes sont inadaptés. Il y a alors l'épineuse question de l'autorité. Moi, je ne crois pas à l'éducation aujourd'hui qui soit sans autorité. Et Dieu seul sait que si les enseignants souffrent aujourd'hui, surtout en France, c'est à cause, n'est-ce pas, de la question de l'autorité. Ça ne rime plus à rien de pouvoir éduquer ses enfants quand on n'a pas tous les outils susceptibles, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés sur le plan pédagogique. La question de l'égalité des chances, vous voyez. Au niveau scolaire, par exemple, au niveau du scolaire, du lycée, les chances sont données à tout le monde de la même manière, quand même. Non, en France, les chances ne sont pas données à tout le monde. Justement, moi, j'ai une façon de faire pour essayer de traiter
trouver des solutions à une Alors, question épineuse. C'est d'aller voir ceux lesquelles? qui réussissent. Et tout à l'heure, là, Vivien faisait évocation de la Finlande, qui est quand même, aujourd'hui, vous avez vu dans le rapport PISA, C'est le modèle aujourd'hui, la Finlande. mais là, oui, on dit les élèves finlandais sont les meilleurs au monde parce que le système, c'est un système très rationalisé, le système finlandais. D'accord. Les élèves en Finlande, ils étudient je veux dire, les enseignements sont les plus courts. Ça permet de motiver les enfants, ils apprennent beaucoup plus vite et ils réussissent beaucoup mieux. Il y a le statut de l'enseignant en Finlande. Ah, mais je suis désolé, moi j'ai vu mes collègues, c'est à Eleven, et ça vous le savez. J'en ai vu qui arrivaient à simuler, tout simplement parce que ils sont dévalorisés. Or, en Finlande, il n'y a pas plus prisé, n'est-ce pas, que l'enseignant. C'est aussi le cas en Allemagne. Il faut peut-être aller rentrer à l'école, n'est-ce pas, du système éducatif finlandais et du système éducatif allemand pour essayer de régler la question du système français qui contribue grièvement, n'est-ce pas, à cet échec scolaire que nous décrions aujourd'hui, tant sur le plan global que sur le plan, n'est-ce pas, des populations issues de l'immigration. Merci Benjamin Bekono Obama qui était notre invité de studio ce soir. Rappelons donc il nous vient donc de l'université catholique, il enseigne à l'Académie de Lyon. Il est également jeune chef d'entreprise. Merci Benjamin pour tous ces éclairages. On essaie de vous retrouver une prochaine fois. Merci Juvenal. Mesdames et messieurs, notre magazine arrive à son terme. Nos invités, donc, on vous remercie également, vous tous auditeurs silencieux qui avez contribué donc à ce magazine. On vous retrouve donc mardi prochain sur la même question de l'échec scolaire. À la technique, c'est Serna Nessi Bouloukou et des mains maîtres. Dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël. Rendez-vous est pris mardi prochain. À la même heure. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans